Chers auditeurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, au cœur des montagnes silencieuses d'Auvergne, nous allons faire la connaissance d'Hélène, une jeune femme marquée par l'injustice, et de Samuel Dubois, le propriétaire terrien qui porte en lui une ancienne douleur. Le destin les fait se croiser au marché du village, et un simple geste éveille quelque chose que même le temps n'a osé effacer. Dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Depuis le bus, en préparant le dîner ou depuis votre canapé. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines émotions. Prenez une grande inspiration. Notre histoire ne fait que commencer. Au cœur des montagnes auvergnates, où le temps semble s'écouler au rythme du bétail et où les cloches de l'église dictent encore les heures, vivait Hélène Cartier, une jeune femme de 21 ans qui connaissait bien le poids de l'injustice. Ses mains rêches trahissaient un dur labeur, mais ses yeux en amande, d'un brun profond, gardaient une flamme que même des années de souffrance n'avaient pu éteindre. Depuis le départ de sa mère, Madame Constance, 5 ans plus tôt, elle avait été laissée aux soins de son beau-père, Monsieur Jérôme, un homme dur, connu dans toute la région de Saint-Jean-des-Sources pour ses manières rudes et sa langue acérée. Au lieu de protection, elle n'avait reçu de lui que culpabilité, châtiment et des mots qui blessaient plus que n'importe quelle chaîne. La petite maison en pisé, au bout du chemin de terre, était plus une prison qu'un refuge. Hélène avait grandi en apprenant à marcher sans faire de bruit, à manger sans attirer l'attention et à supporter en silence chaque accusation injuste qui tombait sur elle, que ce soit pour une assiette cassée ou un fagot de bois mal rangé. Monsieur Jérôme ne manquait jamais une occasion de lui rappeler qu'elle était un fardeau, une bouche de plus à nourrir, une croix qu'il portait par respect pour sa défunte épouse. Dans cette maison, il n'y avait pas de place pour l'affection, seulement des ordres, des reproches et des punitions. Le matin où notre histoire commence, le ciel s'était levé chargé, annonçant une tempête qui n'était pas seulement climatique. Hélène se réveilla au chant du coq avant même le premier rayon de lumière. Elle prépara le café fort que son beau-père exigeait, nourrit les poules dans la cour et balaya le perron comme chaque jour. Ses gestes étaient mécaniques, précis, comme ceux de quelqu'un qui a appris à survivre en devenant invisible. « Où est le café, petite? Il est presque l'heure du marché. Et toi, tu restes plantée là comme une statue. » La voix de Monsieur Jérôme déchira le silence de la maison. Hélène se dépêcha de servir la tasse fumante, évitant de regarder directement l'homme qui mâchait un morceau de fromage, la bouche ouverte. « Aujourd'hui, tu viens avec moi au marché. Je dois vendre ces poulets fermiers et tu porteras les paniers. Et pas question de bavarder avec qui que ce soit. Tu m'entends? J'ai déjà assez de la honte que ta mère m'a laissée. » Hélène acquiesça en silence, ravalant le nœud qui s'était formé dans sa gorge. Les mentions de sa mère étaient toujours ainsi, chargées de rancœur. Constance avait été la seule personne à l'avoir vraiment aimée, à avoir vu au-delà de la jeune fille timide et maladroite. Avec elle, elle avait appris à broder, à faire de la confiture de lait et de la pâte de coin, à connaître les herbes du jardin. Mais ce temps de tendresse semblait maintenant un rêve lointain, presque irréel. Le village de Saint-Jean-des-Sources s'animait les samedis matins avec son marché traditionnel. C'était le moment où les habitants des fermes voisines descendaient pour vendre leurs produits, échanger des nouvelles et, bien sûr, partager quelques histoires, vraies ou non. Pour Hélène, c'était un moment doux amer. D'un côté, cela signifiait des heures sous le regard vigilant et accusateur de son beau-père. De l'autre, c'était sa seule chance de respirer au-delà des clôtures de la propriété, de voir d'autres gens, de se sentir partie de quelque chose de plus grand que sa propre solitude. Parmi les étals colorés, Hélène marchait quelques pas derrière Monsieur Jérôme, portant un lourd panier contenant une demi-douzaine de poules qui caquetaient, indignées par l'inconfort du voyage. Ses yeux attentifs captaient chaque détail. Madame Joséphine négociant un pot de mélasse, les enfants courant entre les étals, l'odeur de fromage frais mêlée à l'arôme de café fraîchement moulu. C'est alors que son regard croisa pour la première fois celui de Samuel Dubois. Il se tenait près de l'étal d'outils, discutant avec le forgeron local. Grand,
les épaules larges et le visage marqué par le soleil, Samuel était le propriétaire du domaine Saint-Rita, l'une des plus prospères de la région. Veuf depuis près de 10 ans, il était connu pour sa droiture et pour sa fidélité à la mémoire de son épouse. Il participait rarement aux fêtes du village, préférant la solitude de sa propriété, mais il était toujours présent au marché, achetant le nécessaire pour sa ferme et aidant discrètement les moins fortunés. Quelque chose dans le regard de cet homme, serein mais ferme, fit rapidement baisser les yeux à Hélène. Elle n'avait pas l'habitude d'être remarquée, encore moins par quelqu'un comme lui. « Dépêche-toi, petite !» La voix stridente de M. Jérôme la ramena à la réalité. Elle accéléra le pas, sentant le poids du panier plus que jamais. La matinée s'écoula lentement. M. Jérôme négociait les poulets, tandis qu'Hélène restait debout à côté de l'étal improvisé, immobile comme une sentinelle. La chaleur augmentait, faisant perler des gouttes de sueur sur son visage. Mais elle n'osait pas demander à s'asseoir ou à boire de l'eau. Elle connaissait bien les conséquences de la moindre requête. C'est alors que tante Rita, une vieille dame connue pour ses dentelles délicates, s'approcha avec un sourire chaleureux. « Quelle jolie fille vous avez là, monsieur Jérôme !» Le beau-père fronça les sourcils, comme si la simple mention de parenté était une offense. « C'est la fille de feu Constance. Je m'en occupe seulement parce que je l'ai promis à sa mère avant qu'elle ne parte, mais elle ne me cause que des ennuis. » Hélène sentit son visage brûler de honte. Tante Rita, percevant la gêne de la jeune femme, changea rapidement de sujet. « Tu brodes, n'est-ce pas, ma petite? J'ai quelques pièces qui ont besoin de finition et je paie bien pour ce service. » Avant qu'Hélène ne puisse répondre, M. Jérôme la coupa. « Elle n'a pas le temps pour ces bêtises, il y a bien assez à faire à la maison. » Et se tournant vers Hélène, « Va chercher de l'eau, petite, j'ai soif. » Hélène obéit promptement, soulagée d'échapper à cette situation. Elle se dirigea vers la fontaine qui alimentait le marché, portant une petite cruche en terre cuite. Le trajet jusqu'à la fontaine signifiait quelques minutes de paix, loin des regards et des paroles dures. Au bord de la fontaine, elle se pencha pour remplir la cruche. Son reflet dans l'eau cristalline montrait un visage jeune, mais aux yeux vieux, fatigué. Combien de fois s'était-elle demandé si ce serait sa vie pour toujours? Porter des fardeaux, supporter des humiliations, vivre dans l'ombre d'un homme amer. « Tout va bien, mademoiselle ?» La voix grave mais douce la fit sursauter. Hélène faillit laisser tomber la cruche en se retournant et en trouvant Samuel Dubois là, debout, l'observant avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. Ce n'était ni de la pitié, ni une curiosité banale. C'était un intérêt sincère. « Oui, monsieur, » répondit-elle automatiquement, baissant les yeux. « Je suis juste venu chercher de l'eau pour mon beau-père. » Samuel acquiesça lentement. Il y avait quelque chose chez cette jeune femme qui l'intriguait, un mélange de fragilité et de force qui semblait contradictoire, mais étrangement harmonieux. « Vous êtes Hélène, n'est-ce pas? La fille de Constance Cartier. » Elle leva les yeux, surprise qu'il connaisse son nom. « J'ai connu votre mère. C'était une femme de caractère, honnête. Elle faisait les meilleures confitures de lait que j'ai jamais goûtées. » Un sourire timide, le premier de la journée, naquit sur les lèvres d'Hélène. « Elle m'a appris à en faire. Elle disait que c'était la recette de sa grand-mère. »« Vraiment ?» Le visage de Samuel s'adoucit. « Eh bien, sachez que ces confitures me manquent. Personne n'en fait plus d'aussi bonnes. » Ce bref moment de légèreté fut interrompu par le cri de M. Jérôme, qui s'approchait de la fontaine à grands pas, le visage tordu de colère. « Alors, c'est pour ça que tu mets tant de temps pour bavarder avec les hommes ?» Hélène pâlit instantanément. La cruche trembla dans ses mains. « Ce n'est pas ça, monsieur Jérôme. J'étais juste en train de... » « La ferme ?» Le beau-père s'avança, lui arrachant la cruche des mains. « Ce n'est pas assez d'être une bonne à rien. Maintenant, tu te donnes en spectacle, toute pareille à ta mère. » Samuel fit un pas en avant, s'interposant entre eux. « Respectez cette jeune fille, Jérôme. Nous ne faisions que discuter. » Le ton était calme, mais ferme. « Et qu'est-ce que ça peut vous faire, monsieur Dubois?
C'est ma belle-fille, et je m'en occupe comme je l'entends. » La tension entre les deux hommes était palpable. Hélène, habituée à se faire invisible dans les moments de conflit, se recroquevilla, souhaitant pouvoir disparaître. Samuel maintint son regard fixé sur Jérôme, sans reculer d'1 centimètre. Il y a une différence entre s'occuper et maltraiter, et vous semblez l'ignorer. Jérôme renifla. Mais quelque chose dans le regard de Samuel, peut-être le respect que le propriétaire terrien imposait dans la communauté, ou le fait que beaucoup dépendaient de ses affaires, le fit reculer. « On rentre, petite. J'ai vendu ce que j'avais à vendre et je n'ai plus rien à faire ici. » Il agrippa le bras d'Hélène avec force et la traîna à travers le marché. Elle lança un dernier regard à Samuel, un mélange de gratitude et d'excuses, avant d'être emmenée au loin. Sur le chemin du retour, le silence pesait plus lourd que les paniers vides qu'elle portait. Monsieur Jérôme, encore furieux de la confrontation, marchait quelques pas devant, marmonnant des injures. Hélène savait qu'elle paierait cher ce bref moment de conversation. La punition viendrait, comme toujours, sous forme de travail supplémentaire, de moins de nourriture, ou, les pires jours, avec la férule qui restait accrochée derrière la porte de la cuisine. La route de terre serpentait entre les collines verdoyantes. Au loin, le ciel commençait à s'assombrir, annonçant la tempête qui se formait. Hélène pensa à sa mère, à la façon dont elle disait toujours qu'après la pluie venait l'arc-en-ciel, que tout passait dans la vie, qu'il fallait avoir la foi. Mais la foi en quoi? En ce Dieu qui permettait tant de douleurs, en un avenir qui semblait si semblable au présent, en ces gens qui détournaient le regard pour ne pas voir sa souffrance. Soudain, l'image de Samuel Dubois lui revint à l'esprit, la façon dont il l'avait défendu, dont il avait parlé de sa mère avec respect, dont il l'avait regardée, non pas comme un objet ou un fardeau, mais comme une personne. Peut-être, pensa Hélène, alors que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber, peut-être y avait-il encore des raisons d'avoir la foi. En arrivant à la maison, trempé par la pluie qui tombait maintenant sans pitié, Monsieur Jérôme jeta les paniers par terre et désigna sa chambre. « Ce soir, tu ne dînes pas. Et demain, avant le lever du soleil, je veux que la cour soit propre et les animaux nourris. Et pas de pleurnicherie. Tu m'as bien entendu? Si ce n'était pas pour ta mère. » Il laissa la phrase en suspens, comme toujours. Hélène acquiesça en silence et se retira dans la petite chambre au fond de la maison. Assise sur le bord de son lit de paille, écoutant le bruit de la pluie sur le toit, elle s'autorisa, pour la première fois depuis longtemps, à rêver à quelque chose de différent, à un endroit où elle pourrait parler sans peur, sourire sans culpabilité, vivre sans se sentir comme un poids. Un endroit qu'elle n'avait même pas osé imaginer jusqu'à ce matin. Mais maintenant, avec le souvenir du regard de Samuel Dubois encore frais dans sa mémoire, Hélène se permit de croire que peut-être, quelque part au-delà de cette maison en pisé, il y avait une place pour elle, un endroit où elle pourrait enfin respirer. Les jours qui suivirent cette rencontre au marché s'écoulèrent, comme toujours, entre les tâches ménagères et les silences pesants. Hélène essayait de garder ses pensées loin des souvenirs du propriétaire terrien, mais c'était impossible. La façon dont il l'avait défendue restait vivace dans sa mémoire, une petite flamme d'espoir au milieu de l'obscurité de sa routine. La semaine passa lentement, apportant avec elle l'annonce d'une festivité spéciale au village, la fête de la Saint-Jean, le saint patron local. La tradition voulait que toutes les familles y participent, apportant des plats typiques et de l'artisanat à vendre. Les jeunes dansaient autour du feu de joie, tandis que les plus âgés racontaient des histoires d'antan. Pour la plupart, c'était un motif de joie. Pour Hélène, cela signifiait seulement plus de travail et plus de chances de déplaire à son beau-père. Monsieur Jérôme, bien que grincheux et antisocial, ne manquait jamais l'occasion d'apparaître à ces fêtes. Moins par dévotion religieuse que pour maintenir les apparences d'un bon chrétien devant la communauté. « Tu vas préparer de la pâte de coin et quelques confitures de lait pour la fête », ordonna-t-il pendant le petit déjeuner, 3 jours avant l'événement. « Et applique-toi, parce que le curé sera là, et je ne veux pas avoir l'air de rien. » Hélène acquiesça,
ressentant un mélange d'anxiété et d'enthousiasme. Faire des confiseries était l'une des rares activités qu'elle aimait vraiment, un héritage précieux de sa mère. Les jours suivants, elle se consacra avec soin à cette tâche. Elle cueillit les coins mûrs de l'arbre au fond du terrain, sélectionna le lait le plus frais, mesura soigneusement le sucre. Chaque mouvement était précis, chaque ingrédient ajouté au moment exact. En remuant la bassine en cuivre, perdue entre ses souvenirs et l'arôme sucré qui emplissait la cuisine, Hélène s'autorisa pour quelques instants à n'être qu'une jeune femme de 21 ans, sans le poids de tant de chagrin. Le matin de la fête arriva avec un ciel clair et une brise douce, comme si même la nature voulait célébrer. Hélène se réveilla avant le soleil, disposa les confiseries dans des paniers garnis de tissus brodés et enfila sa seule robe qui n'était pas rapiécée. Une simple tenue en coton bleu clair qui avait appartenu à sa mère et qu'elle avait ajustée à son corps élancé. Monsieur Jérôme, déjà impatient sur le pas de la porte, la pressait avec des mots durs. « Arrête avec ta vanité, petite. Ce n'est pas à un bal que tu vas. Et tu ne vas bavarder avec personne, encore moins avec ce propriétaire terrien prétentieux. » Le chemin jusqu'au village était animé. Des charrettes et des gens à pied convergeaient vers la même destination, transportant des paniers de nourriture, des instruments de musique, et cet esprit festif que seules les célébrations de campagne savent créer. Hélène marchait en silence, quelques pas derrière son beau-père, portant les lourds paniers de confiserie qu'elle avait préparés. La place centrale du village, où se tenait habituellement le marché hebdomadaire, était transformée. Des guirlandes colorées traversaient l'espace d'un côté à l'autre. Des stands décorés exposaient divers produits et, au centre, un grand feu de joie attendait d'être allumé à la tombée de la nuit. Le kiosque à musique était occupé par des musiciens qui accordaient leurs instruments, tandis que l'odeur de vin chaud et de crêpes emplissait déjà l'air. Monsieur Jérôme se dirigea directement vers le stand réservé à la nourriture, où il laissa Hélène organiser les confiseries pour la vente, pendant qu'il allait saluer les gens importants, ce qui, en pratique, signifiait flatter le maire et le curé pour rester dans leur bonne grâce. Seule à son stand, Hélène se sentit étrangement libre. Elle arrangea les confiseries avec soin, décora la table avec des feuilles de bananier, comme sa mère le lui avait appris, et esquissa même un sourire timide pour les premiers clients qui s'approchèrent, attirés par l'arôme de la pâte de coing encore tiède. Ces confiseries ont l'air délicieuses. La voix grave et familière fit se retourner brusquement Hélène. Samuel Dubois se tenait devant le stand, avec un demi-sourire aux lèvres. Il portait des vêtements simples, mais propres et bien repassés, les cheveux grisonnants aux tempes peignées en arrière, révélant un visage marqué par le soleil et une vie de travail honnête. Ce sont les recettes de ma mère, réussit à répondre Hélène, sentant son visage s'empourprer. Je m'en souviens bien, acquiesça Samuel. Ses yeux étaient fixés sur les siens, avec une intensité qui la déconcertait. Puis-je goûter un morceau de la pâte de coing? Hélène se dépêcha de couper un petit morceau, le lui offrant sur une serviette en papier. Samuel le goûta lentement, fermant les yeux un instant. Quand il les rouvrit, il y avait une lueur différente en eux. C'est exactement comme dans mon souvenir. Votre mère serait fière. Ces mots frappèrent Hélène comme un rayon de soleil après des jours de pluie. En 5 ans, personne n'avait mentionné sa mère de cette façon, avec respect, avec nostalgie. Des larmes menacèrent de perler à ses yeux, mais elle les retint, se limitant à un « merci » presque inaudible. « Je voudrais prendre 2 pots de pâte de coing et 3 de confiture de lait », déclara Samuel, sortant quelques billets de sa poche. « Les ouvriers de la ferme vont adorer ça au petit déjeuner. » Hélène acquiesça, emballant les confiseries avec soin. Ses doigts tremblaient légèrement, non de peur, mais d'une émotion qu'elle ne savait nommer. « Hélène !» commença Samuel, mais il fut interrompu par l'arrivée brusque de Monsieur Jérôme, qui s'approcha à grands pas, le front plissé. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le ton hostile fit instinctivement se recroqueviller Hélène. « J'achète juste quelques confiseries, Jérôme, » répondit calmement Samuel, sans se laisser intimider. « Votre belle-fille a du talent pour la cuisine. »
Monsieur Jérôme lança un regard méfiant à Hélène, puis aux confiseries déjà emballées. « Combien il paie ?» exigea-t-il, s'adressant à elle comme si Samuel n'était pas là. « 25 francs pour les 5 pots, » répondit Hélène à voix basse. « C'est bien trop peu, » s'exclama Jérôme en se tournant vers Samuel. « Vous pensez pouvoir profiter de nous juste parce que vous êtes riche? Ici, on demande 30 francs pour les 5. » Samuel, sans montrer la moindre contrariété, sortit simplement quelques billets de plus de sa poche. 30 francs est un prix juste pour la qualité de ces confiseries. Il déposa l'argent sur la table, prit les paquets et, avant de s'éloigner, jeta un dernier regard à Hélène. « Merci, je reviendrai plus tard pour en acheter d'autres. » Dès que Samuel se fut éloigné, Monsieur Jérôme s'empara de l'argent et le fourra dans sa poche, lançant un regard furieux à sa belle-fille. « Ne crois pas que je n'ai pas vu ce qui se passe ici. Si je te vois encore faire les yeux doux à cet homme, tu le regretteras. » Et sans attendre de réponse, il s'éloigna de nouveau, non sans avoir ordonné, et ne quitte pas ce stand pour rien au monde. Les heures suivantes passèrent lentement. Hélène vendit presque toutes les confiseries qu'elle avait préparées, recevant des compliments qui la faisaient rougir. Monsieur Jérôme apparaissait de temps en temps, récupérait l'argent et disparaissait à nouveau, probablement pour en dépenser une partie en eau-de-vie, comme il avait l'habitude de le faire lors des fêtes. Alors que l'après-midi avançait, la place se remplissait de plus en plus. Des musiques entraînantes commencèrent à jouer, invitant les plus jeunes à danser. Hélène observait tout de loin, se sentant comme la spectatrice d'une vie qui n'était pas la sienne. C'est alors qu'elle remarqua un groupe de dames s'approchant de son stand, parmi lesquelles Madame Joséphine et Tante Rita, toutes deux avec des expressions inquiètes. « Ma petite !» commença Madame Joséphine, regardant autour d'elle comme si elle craignait d'être entendue. « Tu vas bien? Nous avons entendu ton beau-père te crier dessus tout à l'heure. » Hélène sentit son estomac se nouer. La dernière chose qu'elle souhaitait était de causer plus de problèmes. « Je vais bien, madame. Il était juste fatigué. C'est sa façon d'être. » Tante Rita secoua la tête peu convaincue. « Ma fille, tout le monde dans ce village sait comment il te traite. Ce n'est pas juste qu'une jeune fille comme toi vive sous tant de cris et d'insultes. »« Il m'a recueilli quand ma mère est partie, » répondit automatiquement Hélène, répétant ce que son beau-père lui disait toujours pour qu'elle se sente redevable. « C'est bien le moins qu'il pouvait faire, considérant qu'il a gardé tout ce qui appartenait à Constance, » s'exclama Madame Joséphine indignée. « Cette maison, le terrain, les animaux, tout était à elle, laissé par ton père. Et maintenant, il agit comme s'il te faisait une faveur. » Hélène regarda les femmes, surprise. Elle n'avait jamais entendu cette version de l'histoire. Son beau-père affirmait toujours l'avoir accueilli par charité, que rien là-bas ne lui appartenait. « C'est vrai ?»« Bien sûr que c'est vrai, ma petite, » confirma tante Rita en baissant la voix. « Ton père, avant de tomber malade, a tout mis au nom de ta mère, et elle, la pauvre, a fait confiance à ce Jérôme quand elle l'a épousé. Mais nous savons tous que tu es l'héritière légitime. » Ces révélations tombèrent sur Hélène comme une douche froide. Elle se sentit étourdie, confuse. Si ce qu'elle disait était vrai, alors toutes ces années d'humiliation, de travail sans fin, d'être traitée comme un fardeau, tout cela n'avait été qu'un mensonge. La maison où elle vivait, la terre qu'elle cultivait, les animaux dont elle s'occupait, tout aurait pu être à elle de droit. « Vous en êtes sûre ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Ah, mais absolument, » acquiesça Madame Joséphine. « Mon mari travaillait chez le notaire à l'époque. Il a vu les documents de ses propres yeux. » La conversation fut soudainement interrompue par le retour de Monsieur Jérôme, visiblement altéré par l'alcool, les joues rouges et les yeux injectés de sang. « Qu'est-ce que c'est que ça? Une réunion de commères ?» Les dames s'éloignèrent rapidement, lançant des regards inquiets à Hélène. Monsieur Jérôme s'approcha du stand en titubant légèrement. « Combien as-tu vendu? Où est l'argent ?» Hélène, encore abasourdie par les récentes révélations, lui tendit les billets qu'elle avait gardés dans la poche de son tablier. Monsieur Jérôme les compta rapidement, fronçant les sourcils. « C'est tout ?»
Tu dois cacher de l'argent. Non, monsieur, répondit Hélène, la voix plus ferme qu'elle ne l'aurait voulu. Tout est là. Quelque chose dans son ton, peut-être un reste de courage né des révélations, fit que monsieur Jérôme la dévisagea avec méfiance. Tu es différente aujourd'hui. Qu'est-ce que ces vieilles pipelettes te racontaient? Rien. Elles sont juste venues acheter des confiseries. Le mensonge sonna faux, même à ses propres oreilles. Monsieur Jérôme plissa les yeux, la colère commençant à remplacer la confusion éthylique. « Tu me caches quelque chose, petite, et je vais découvrir quoi ?» À ce moment, Samuel réapparut, accompagné de 2 de ses ouvriers. Il se dirigea vers le stand d'un pas ferme, ignorant délibérément la présence de monsieur Jérôme. « Reste-t-il de la confiture de lait, Hélène? Mes hommes en ont eu l'eau à la bouche quand ils ont goûté celle que j'ai rapportée. » Avant qu'Hélène ne puisse répondre, monsieur Jérôme s'interposa, les yeux étincelants de rage. « Encore vous. Ce que vous avez acheté ne vous a pas suffi, ou bien vous êtes plus intéressé par la fille que par les confiseries. » Samuel garda son calme, bien qu'une ombre d'irritation ait traversé son regard. « Jérôme, je fais simplement des affaires. Les confiseries sont excellentes, et je veux en acheter d'autres. »« Des affaires !» lâcha Jérôme avec un rire amer. « Vous croyez que je ne vois pas ce qui se passe, que je ne remarque pas les regards, les messes basses ?» Son ton s'éleva, attirant l'attention des gens alentour. « Je t'accueille chez moi, je te nourris, je te donne un toit, et c'est comme ça que tu me remercies ?» se tourna-t-il vers Hélène, qui restait immobile, le visage pâle. « En te vendant au premier riche propriétaire qui passe. » Un murmure choqué parcourut la petite foule qui commençait à se former autour du stand. Hélène sentit le sol se dérober sous ses pieds. Jamais, en toutes ces années d'humiliation, elle n'avait été accusée de quelque chose d'aussi terrible. « Jérôme, ça suffit. » La voix de Samuel résonna, grave et autoritaire. « Vous êtes ivre et vous ne savez pas ce que vous dites. »« Je sais très bien ce que je dis, » cria le beau-père, se tournant maintenant vers les curieux qui s'agglutinaient. « Vous voyez ça? Tout le monde a vu. L'ingrate a tout manigancé depuis le début. D'abord les sourires, puis les confiseries. Et maintenant ça. » L'accusation, lancée en l'air avec une telle conviction, semblait prendre vie, alimentée par les chuchotements et les regards de la foule. Hélène restait paralysée, les mots coincés dans sa gorge, les larmes menaçant de s'échapper à tout moment. C'était comme si tous ces cauchemars se matérialisaient en même temps. « Et ce n'est pas tout, » continua Jérôme, la voix étranglée par la colère et l'alcool. « Elle me vole, oui, elle me vole, l'argent de la vente des œufs, des poules. » Un soupir collectif de stupeur s'éleva parmi les présents. L'accusation de vol, dans une petite communauté traditionnelle comme celle-ci, était des plus graves. Hélène sentit son sang se glacer dans ses veines. C'est un mensonge. Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Je n'ai jamais... La ferme, ingrate! Monsieur Jérôme fit un pas en avant, le visage tordu de fureur. J'ai élevé un serpent dans ma maison, une voleuse, toute pareille à sa mère, qui m'a trompé jusqu'à la fin. C'est à ce moment que Samuel Dubois, qui observait la scène avec une indignation croissante, fit un pas en avant, s'interposant entre Hélène et son beau-père. « Assez, Jérôme !» Sa voix, bien que basse, portait une autorité qui fit taire immédiatement tous les présents. « Vous êtes ivre et vous portez des accusations graves sans la moindre preuve. » « Je n'ai pas besoin de preuves. Je sais ce qui se passe dans ma propre maison. »« Vraiment ?» demanda Samuel en le regardant dans les yeux. « Savez-vous, par exemple, que la maison où vous vivez, la terre que vous cultivez, les animaux que vous vendez, tout cela appartenait à Constance et, de droit, devrait revenir à Hélène ?» Un silence pesant s'abattit sur la place. Hélène regarda Samuel, surprise qu'il sache cela. Jérôme, un instant, parut perdre l'équilibre. « Qu'est-ce que vous racontez ?»« La vérité, Jérôme, ce que vous cachez depuis des années, » répondit fermement Samuel. « En tant que juge de paix de ce canton, j'ai eu accès aux documents lorsque j'ai été appelé pour résoudre une affaire similaire à Montluçon.
J'ai reconnu le nom de Constance et le vôtre. Elle était la propriétaire légale de tout, et vous le savez. » Jérôme blêmit. Pour la première fois, il semblait sans voix. Les murmures dans la foule reprirent, mais avec un ton différent. Non plus de choc face aux accusations contre Hélène, mais d'indignation contre Monsieur Jérôme. « C'est un mensonge, » réussit-il finalement à dire, la voix moins assurée. « J'ai des témoins, » rétorqua Samuel. « Le clerc de notaire travaille toujours là-bas, et les documents sont dans les archives. Constance a tout fait enregistrer avant de partir. La maison, le terrain, les animaux, tout à son nom, avec Hélène comme héritière. » La foule regardait maintenant Jérôme avec méfiance. Certaines des dames les plus âgées, qui avaient connu Constance, secouaient la tête en signe de réprobation. Le curé, qui s'était approché pour voir ce qui causait tant d'agitation, observait le tout d'un air grave. « Non, ne le croyez pas !» cria Jérôme, désespéré, en montrant Samuel du doigt. « Il ne veut que la fille. Il manigance ça depuis le début. » Mais ces paroles n'avaient plus le même effet. L'alcool, la colère et maintenant la peur d'être démasqué le faisaient paraître de plus en plus incontrôlable. Samuel, sans élever la voix, s'adressa au curé et au présent. « Je ne manigance rien. Je défends simplement une jeune femme innocente d'accusations injustes et je révèle une vérité qui aurait dû éclater il y a bien longtemps. Hélène n'est pas une voleuse. C'est une jeune femme honnête qui est maltraitée et trompée depuis des années. Et je ne resterai plus silencieux face à cela. » Il y eut un moment de silence absolu, comme si toute la place retenait son souffle. Puis, Madame Joséphine fit un pas en avant. « Il dit la vérité, mon père. Mon mari a travaillé chez le notaire et il a vu les documents. Tout était à Constance et devait revenir à sa fille. » L'autre voix se joignirent pour confirmer l'histoire. Tante Rita, le forgeron, même le propriétaire de l'épicerie, tous semblaient détenir un morceau de la vérité qui jaillissait maintenant comme une eau trop longtemps retenue par un barrage. Jérôme regardait autour de lui, acculé comme un animal piégé. Son visage passait du rouge de la colère au blanc de la peur. Dans un geste désespéré, il agrippa le bras d'Hélène avec force. « On s'en va d'ici. Ce n'est pas fini. » Mais Samuel, d'un mouvement rapide et précis, saisit le poignet de Jérôme, le forçant à lâcher Hélène. « Si, c'est fini, Jérôme. Hélène ne retournera plus dans cette maison avec vous, pas après ce qui s'est passé ici aujourd'hui. »« Vous n'avez pas ce droit !» hurla Jérôme en essayant de se libérer. « Si, je l'ai !» répondit Samuel sans changer de ton. « En tant que juge de paix et en tant qu'homme qui ne tolère pas les injustices, Hélène est majeure et a le droit de décider où elle veut vivre. » Il se tourna alors vers la jeune femme qui observait tout, les yeux écarquillés, croyant à peine à ce qui se passait. « Hélène, voulez-vous rentrer avec lui ?» La question, posée avec simplicité et respect, la prit par surprise. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un se souciait de ce qu'elle voulait, de ses désirs, de sa volonté. Elle regarda Monsieur Jérôme, l'homme qui l'avait humilié, maltraité, trompé pendant si longtemps. Puis elle regarda Samuel, ses yeux qui, depuis leur première rencontre au marché, l'avaient regardé avec quelque chose qu'elle n'avait pas immédiatement reconnu, la dignité. La réponse vint dans un murmure, mais ferme comme un roc. « Non, je ne veux pas rentrer. » La nuit de la fête de la Saint-Jean se termina comme un rêve brumeux pour Hélène. Après sa déclaration ferme qu'elle ne retournerait pas avec son beau-père, une série d'événements se déroula rapidement. Le curé, ému par la situation, lui offrit un abri temporaire au presbytère. Monsieur Jérôme, visiblement vaincu et humilié devant toute la communauté, s'éloigna en titubant, lançant des menaces en l'air que peu prirent au sérieux. Hélène, tremblante et épuisée, accepta l'offre du curé, passant cette nuit dans une petite chambre au fond de l'église, où les religieuses séjournaient occasionnellement. Allongée sur le lit simple mais propre, Hélène ne parvenait pas à dormir. Les événements de la journée se répétaient dans son esprit comme les scènes d'un drame dont elle était la protagoniste involontaire. La révélation sur son héritage, l'accusation publique, l'intervention de Samuel. C'était comme si le monde qu'elle connaissait s'était soudain brisé en 1000 morceaux et qu'elle ne savait pas comment le reconstruire.
Le lendemain matin, encore confuse et avec de profondes cernes d'une nuit blanche, Hélène trouva Samuel Dubois, qui l'attendait dans le petit salon du presbytère. Il parlait à voix basse avec le curé, tous deux avec des expressions sérieuses qui s'adoucirent en la voyant. « Bonjour, Hélène », la salua Samuel en se levant de sa chaise en bois. « J'espère que vous avez pu vous reposer un peu. » Elle acquiesça légèrement, se sentant étrangement timide. La lumière du jour apportait une clarté que la nuit avait refusée. Elle était seule, sans maison, sans but, dépendant de la charité des autres. « Merci pour hier », réussit-elle à dire, la voix presque un murmure. « Ne me remerciez pas », répondit Samuel avec un léger hochement de tête. « J'ai simplement fait ce qui était juste, ce que toute personne de bien ferait. » Le père Joseph, un homme d'âge mûr, aux yeux bienveillants et à la calvitie luisante, s'approcha avec une tasse de café. « Prenez, ma fille, cela vous aidera à y voir plus clair. » Hélène accepta la boisson chaude, laissant l'arôme familier lui apporter un peu de réconfort. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda-t-elle en les regardant tour à tour. « C'est à vous de décider, » répondit Samuel en se rasseyant. « Mais si vous me permettez une suggestion, je pense que vous devriez faire valoir vos droits. La maison, le terrain, tout ce qui appartenait à votre mère vous revient légalement. » « Mais comment? Je ne sais même pas par où commencer. »« Je peux vous aider » offrit Samuel, sa voix tranquille transmettant une sécurité qu'Hélène n'avait pas ressentie depuis des années. « En tant que juge de paix, j'ai une certaine influence auprès du notaire. Je peux vous accompagner pour vérifier les documents, demander les copies nécessaires. Ce ne sera pas un processus rapide, mais c'est possible. » Hélène regarda la tasse dans ses mains, sentant le poids de la décision. Affronter son beau-père dans une procédure légale signifierait des confrontations, plus d'humiliation publique, peut-être même des menaces. « J'ai peur », admit-elle finalement. Monsieur Jérôme peut être imprévisible quand il est en colère. Samuel et le curé échangèrent un regard. « C'est pourquoi, » continua Samuel en choisissant ses mots avec soin, « j'aimerais vous faire une autre proposition. Mon domaine Saint-Rita se trouve à environ 1 heure d'ici à cheval. J'ai une grande maison qui est vide depuis longtemps. J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de la maison, du potager, peut-être aider en cuisine pour les ouvriers. Ce serait un travail honnête, avec un salaire juste, et vous auriez un endroit sûr où rester pendant que nous réglons la question de votre héritage. » Hélène leva les yeux, surprise par l'offre. Travailler au domaine de Samuel Dubois, vivre sous le même toit que cet homme qu'elle connaissait à peine. « Je ne sais pas si... Vous n'avez pas besoin de décider maintenant, » intervint le curé, percevant son hésitation. « Vous pouvez rester ici quelques jours de plus, réfléchir calmement. Personne ne vous forcera à quoi que ce soit. En fait, » ajouta Samuel, « c'est peut-être mieux ainsi. Donnez-moi quelques jours pour préparer la maison, arranger une chambre convenable pour vous. Pendant ce temps, nous pouvons commencer les démarches chez le notaire. » Il fit une pause, la regardant avec gentillesse. « La décision vous appartient, Hélène, entièrement. » Ces mots, « la décision vous appartient » résonnèrent dans son esprit comme une cloche lointaine. Quand avait-elle pu, pour la dernière fois, décider de quelque chose par elle-même, avoir la liberté de choisir son propre chemin? « J'accepte, » dit-elle finalement, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. « Je veux travailler dans votre domaine, monsieur Dubois, et je veux me battre pour ce qui m'appartient de droit. » Le sourire de Samuel illumina son visage marqué par le temps. « Alors, c'est décidé. Je reviens dans 3 jours pour vous chercher. En attendant, reposez-vous et reprenez des forces. Le chemin sera long, mais je vous promets que vous ne serez pas seul. » Après le départ de Samuel, le père Joseph s'assit à côté d'Hélène, ses yeux bienveillants fixés sur elle. « Vous en êtes sûre, ma fille? Samuel Dubois est un homme bon, d'une réputation sans tache, mais je suis une jeune femme célibataire et il est veuf, » compléta Hélène, comprenant immédiatement l'inquiétude. « Les langues du village vont se délier. » Le curé soupira. « Malheureusement, oui. Les gens peuvent être cruels dans leur jugement. J'ai déjà été jugé, mon père,
répondit Hélène, une nouvelle détermination grandissant en elle. J'ai survécu. Et s'il y a des rumeurs, qu'il en soit ainsi. Je préfère affronter les ragots que d'affronter à nouveau la férule de M. Jérôme. Le père Joseph acquiesça, respectant sa décision. Que Dieu vous protège et vous guide, ma fille. Et souvenez-vous, cette maison vous sera toujours ouverte. Les 3 jours suivants passèrent à un rythme étrange pour Hélène. Elle aida aux tâches de l'église, rangea la petite chambre où elle dormait, assista aux messes quotidiennes. Les gens du village, quand ils la voyaient, se partageaient entre regards de compassion et chuchotements à peine dissimulés. L'histoire de l'accusation publique et de la révélation sur l'héritage s'était répandue comme une traînée de poudre, alimentée par des versions de plus en plus élaborées. Le 3e jour, comme promis, Samuel arriva avec sa charrette. Il avait amené avec lui Madame Antoinette, une dame d'une 60aine d'années, veuve d'un ancien contremaître du domaine, qui aidait maintenant en cuisine. « Pour que personne n'ait rien à dire », expliqua Samuel, en aidant Hélène à monter dans la charrette. « Madame Antoinette vous accompagnera pendant le voyage et restera au domaine pendant quelque temps. » Hélène sentit une vague de gratitude pour ce geste. Samuel avait pensé à tout, même à protéger sa réputation. Le voyage jusqu'au domaine Sainte-Rita fut silencieux, mais pas inconfortable. Samuel conduisait les chevaux d'une main ferme, montrant occasionnellement un arbre fruitier ou un ruisseau le long du chemin. Madame Antoinette, assise à côté d'Hélène, racontait des histoires de la région, du temps où les premiers propriétaires terriens étaient arrivés sur ces terres. À mesure qu'il s'éloignait du village, Hélène sentit un poids se retirer lentement de ses épaules. C'était comme si chaque kilomètre parcouru l'éloignait non seulement géographiquement de son passé, mais aussi émotionnellement. Quand ils aperçurent enfin les portes du domaine Sainte-Rita, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes oranges et rouges qui semblaient présager des jours plus chauds, plus lumineux. La propriété était plus grande qu'Hélène ne l'avait imaginé. Un chemin de terre bien entretenu menait à la maison principale, une construction solide de 2 étages avec une large véranda et de hautes fenêtres. Autour s'étendaient plusieurs bâtiments plus petits, la maison des employés, la grange, l'écurie, un moulin à eau. Des champs verts s'étendaient à perte de vue, parsemés de troupeaux de bétail qui paissaient tranquillement. « Bienvenue à Sainte-Rita », dit Samuel en aidant les 2 femmes à descendre de la charrette. Un jeune garçon, qui ne paraissait pas avoir plus de 16 ans, s'approcha pour s'occuper des chevaux. « Bonsoir, patron, Madame Antoinette. » Il regarda Hélène avec une curiosité polie. « Voici Tobias, notre palefrenier, » présenta Samuel. « Tobias, voici Hélène Cartier. Elle va nous aider à la maison à partir d'aujourd'hui. » Le garçon hocha la tête, un sourire timide sur son visage, couvert de taches de rousseur. « Enchanté de vous connaître, Madame Hélène. »« Venez, » invita Samuel, les guidant vers la maison. « Je vais vous montrer où vous allez loger. » L'intérieur de la maison était spacieux et accueillant, bien qu'avec une aura de mélancolie qu'Hélène ne put s'empêcher de remarquer. Les meubles, bien que de bonne qualité, semblaient usés par le temps et le manque de soins féminins. Il y avait peu d'ornements, peu de touches personnelles, comme si le propriétaire évitait de laisser des traces de sa présence. Samuel les conduisit à travers un couloir, jusqu'à une porte qui donnait sur une grande chambre, au rez-de-chaussée, avec des fenêtres donnant sur le jardin arrière. « Ce sera votre chambre, » annonça-t-il en ouvrant la porte. « J'espère qu'elle est confortable. J'ai fait mettre des draps propres et de l'eau fraîche dans la carafe. » Hélène entra timidement dans la pièce. Elle était plus grande que n'importe quelle chambre où elle avait jamais été, avec un vrai lit, pas un matelas de paille, une armoire en bois sombre, une commode avec un miroir et, près de la fenêtre, un petit bureau. Il y avait même un fauteuil de lecture dans un coin avec une petite table à côté. « C'est magnifique », murmura-t-elle, émue. « Vous n'aviez pas besoin de faire tout ça. »« Sottise » répondit Samuel avec un léger geste de la main. « Cette chambre était vide, elle ne faisait que prendre la poussière. C'est bien qu'elle serve à nouveau. » Il y avait quelque chose dans son ton,
Une ombre de tristesse peut-être, qui fit qu'Hélène le regarda avec plus d'attention. Elle remarqua alors les rides d'expression autour de ses yeux, la fatigue déguisée dans son sourire. Cet homme qui semblait si fort, si décidé, portait aussi ses propres peines. « Je vais vous laisser pour que vous puissiez vous reposer du voyage, » continua Samuel. « Nous dînons à 19h, mais si vous préférez manger dans votre chambre ce soir, Madame Antoinette peut vous apporter un plateau. »« Non, je préfère dîner avec tout le monde, » répondit Hélène. Elle ne voulait pas commencer sa nouvelle vie en se cachant. « Parfait, » acquiesça Samuel. « À tout à l'heure, alors. » Après son départ, Madame Antoinette aida Hélène à défaire le petit baluchon de vêtements qu'elle avait apporté. Il n'y en avait pas beaucoup. 2 robes simples en plus de celles qu'elle portait, quelques sous-vêtements, un châle qui avait appartenu à sa mère. « Ne vous inquiétez pas, » dit la vieille dame, percevant la gêne d'Hélène en voyant ses maigres possessions étalées sur le grand lit. « Demain, nous pourrons aller à la ville voisine, Bellevue-sur-Allier. Il y a un magasin de tissus là-bas, et je peux vous aider à coudre quelques nouvelles tenues. »« Je n'ai pas d'argent pour ça, » admit Hélène, honteuse. « Ah, monsieur Samuel vous a avancé 1 mois de salaire, » révéla Madame Antoinette avec un sourire complice. « Il a dit que vous auriez besoin de quelques petites choses et que je devais vous accompagner pour vos achats. » Une fois de plus, la gentillesse de cet homme la prit par surprise. Elle n'était pas habituée à tant de considération, à tant de bonté. Le dîner fut servi dans la salle à manger, une grande pièce dominée par une table en bois massif qui pouvait facilement accueillir 12 personnes. Mais ce soir-là, il n'était que 3. Samuel au bout de la table, Hélène à sa droite et Madame Antoinette à sa gauche. La nourriture, bien que simple, riz, haricots, bœuf bourguignon et une salade de feuilles du potager, était délicieuse, bien différente des repas rares et mal préparés qu'Hélène avait l'habitude d'avoir chez son beau-père. Demain, Madame Antoinette vous montrera la maison et vous expliquera la routine, » dit Samuel en savourant une compote de potiron en dessert. « Ne vous pressez pas pour commencer à travailler. Prenez le temps qu'il vous faudra pour vous adapter. » « Je préfère commencer tout de suite, » répondit Hélène, se surprenant par sa propre fermeté. « Je suis habituée au travail et j'aimerais me sentir utile. » Samuel l'étudia un moment avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. « Comme vous voudrez. Mais souvenez-vous, ici vous n'êtes pas une servante, vous êtes une employée. Vous avez droit à des jours de congé, au repos, à un traitement digne. » Ces mots touchèrent profondément Hélène. Un traitement digne était quelque chose de si simple, de si fondamental, et pourtant si rare dans sa vie jusqu'alors. Les jours suivants furent une période d'adaptation et de découverte. Hélène apprit le rythme de la ferme, les habitudes de Samuel, les particularités de la maison. Elle découvrit que le propriétaire se levait avant l'aube, passait la matinée à superviser le travail dans les champs et revenait pour le déjeuner, servi ponctuellement à midi. Les après-midi étaient consacrés aux livres de comptes, à la correspondance et, occasionnellement, à régler des différends entre voisins, son devoir de juge de paix. Les soirées étaient silencieuses, Samuel se retirant tôt dans sa chambre au 2e étage. Hélène assuma progressivement la responsabilité de la maison. Sous la direction initiale de Madame Antoinette, elle apprit à gérer le garde-manger, à superviser le nettoyage, à organiser les repas pour les travailleurs de la ferme. Elle découvrit qu'elle avait un talent naturel pour l'administration domestique, quelque chose qu'elle n'avait jamais pu développer dans la maison de son beau-père, où elle n'était qu'une servante maltraitée. Le potager, en particulier, devint son refuge. Aux premières heures du matin ou en fin d'après-midi, lorsque le soleil ne tapait plus si fort, elle se consacrait à la culture de légumes, de verdures et d'herbes. C'était un travail qui lui apportait non seulement de l'utilité, mais aussi une étrange paix. Les mains dans la terre, sentant l'odeur de la pluie approcher ou écoutant le chant des oiseaux, Hélène se sentait connectée à quelque chose de plus grand, de plus ancien, de plus sage que ses propres peines. 2 semaines après son arrivée, Samuel la chercha en fin d'après-midi. Elle était sur la véranda, épluchant des petits pois pour le dîner,
tout en observant le coucher de soleil teinter le ciel de pourpre et d'or. « Hélène !» appela-t-il en s'asseyant sur la chaise à côté d'elle. « J'ai reçu des nouvelles du village. » Elle sentit son cœur s'accélérer. « Monsieur Jérôme ?» « Oui !» confirma Samuel, ses yeux cherchant les siens. « Il a répandu des histoires désagréables. » Hélène baissa le regard, sentant son visage brûler de honte. Elle pouvait imaginer le genre de calomnie que son beau-père propageait. « Les gens le croient. Certains oui, d'autres non, » répondit honnêtement Samuel. « Mais ce n'est pas le plus important maintenant. Le notaire a trouvé les documents que j'ai mentionnés. Votre mère, Constance, était bien la propriétaire légale de la maison, du terrain et de tout ce qui s'y trouvait. » Hélène laissa échapper un soupir tremblant. C'était une chose de le soupçonner, une autre d'en avoir la confirmation. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous pouvons déposer une demande formelle pour que la propriété soit transférée à votre nom en tant qu'héritière légitime, expliqua Samuel. Ce ne sera pas un processus rapide. Jérôme contestera certainement. Il prétendra que c'est lui qui a amélioré la propriété ces dernières années, qu'il a droit à une part. Mais au final, la loi est de votre côté. Hélène acquiesça, traitant l'information. Combien de temps cela peut-il prendre? Des mois, peut-être un an, admit Samuel. La justice à la campagne n'est pas connue pour sa rapidité. Mais nous y arriverons, Hélène. C'est une promesse. Elle le regarda, cet homme qui avait surgi dans sa vie comme un orage d'été, inattendu, puissant, transformateur. Pourquoi faites-vous tout ça pour moi? Vous me connaissez à peine. Samuel resta silencieux un moment, comme s'il pesait sa réponse. « J'ai connu votre mère, » dit-il finalement. « Nous n'étions pas proches, mais je la respectais. Constance était une femme bonne, honnête, travailleuse. Quand je vous ai vu à ce marché, humilié publiquement par Jérôme, quelque chose en vous me l'a rappelé. La même dignité, même face à l'injustice. » Il fit une pause, ses yeux perdus à l'horizon où le soleil disparaissait lentement. Et peut-être que j'essaie aussi de réparer quelque chose que je n'ai pas pu éviter dans le passé. Je n'ai pas toujours été aussi courageux que j'aurais dû l'être, Hélène. Il y a des regrets que je porte. Sa voix se brisa et il ne termina pas sa phrase. Hélène sentit une connexion profonde avec cet homme à ce moment-là. Tous deux portaient des cicatrices. Tous deux connaissaient la douleur de la perte, le poids des silences forcés. Sans réfléchir, elle tendit la main et toucha légèrement la sienne. « Merci, » dit-elle simplement. « Pour tout. » Samuel regarda leurs mains jointes et un sourire triste se dessina sur ses lèvres. « Ne me remerciez pas encore. Notre voyage ne fait que commencer. » La semaine suivante, Hélène reçut une visite inattendue. Elle organisait le garde-manger lorsque Tobias, le jeune palefrenier, vint l'avertir qu'une femme à la porte demandait à la voir. Elle dit qu'elle s'appelle Tante Rita, du village. Le cœur d'Hélène fit un bond. Tante Rita avait été l'une des rares personnes à l'avoir toujours traitée avec gentillesse au village, même lorsque tout le monde semblait accepter les mauvais traitements de M. Jérôme comme quelque chose de normal. Elle se précipita vers l'entrée de la maison, où la vieille dame aux cheveux gris attendait patiemment, un paquet à la main. « Tante Rita, quelle bonne surprise !» Les deux femmes s'étreignirent chaleureusement. La vieille dame s'écarta un peu pour examiner Hélène de la tête aux pieds, un sourire satisfait sur son visage ridé. « Regarde-toi, ma petite. On dirait une autre personne. Tu as des couleurs sur les joues, une lueur dans les yeux. Cet endroit te fait du bien. » Hélène ne put s'empêcher de sourire. C'était vrai. Au cours des dernières semaines, elle avait retrouvé non seulement sa santé physique, en mangeant régulièrement, en dormant sans peur, en travaillant sans la menace constante de punition, mais aussi une partie de sa dignité, de sa confiance. « Entrez, s'il vous plaît, je vais préparer un café. » Elle conduisit la visiteuse à la cuisine, où elles furent bientôt assises à table, des tasses fumantes devant elles. « J'ai apporté quelques affaires que j'ai réussi à récupérer de ta maison, » expliqua Tante Rita en déballant le paquet qu'elle avait apporté. À l'intérieur se trouvait un petit album de photos
quelques vêtements et un crucifix en bois sculpté. Monsieur Jérôme est parti pour Clermont-Ferrand il y a 2 jours. On dit qu'il est allé chercher un avocat. J'en ai profité pour entrer et prendre ce que je pouvais. Je savais que ces choses étaient importantes pour toi. Hélène prit l'album avec des mains tremblantes. C'était le seul souvenir visuel qu'elle avait de sa mère. Quelques photographies jaunies par le temps, mais précieuses comme de l'or. Oh, tante Rita, je ne sais pas comment vous remercier. Pas besoin, ma fille. J'essaie juste de réparer un peu le mal que nous avons laissé faire toutes ces années, répondit la vieille dame, les yeux embués. Tout le monde au village voyait comment il te traitait. Nous aurions dû faire quelque chose avant. Ne vous blâmez pas, demanda Hélène en tenant les mains ridées de la vieille dame. L'important, c'est que maintenant, je vais bien et que je vais me battre pour ce qui m'appartient. Tante Rita acquiesça, satisfaite. C'est comme ça qu'il faut parler. Et comment ça se passe ici? Le patron, il te traite bien? La question, bien que posée avec une préoccupation sincère, portait un sous-entendu qui n'échappa pas à Hélène. « Monsieur Samuel est un vrai gentleman », répondit-elle fermement. « Il me traite avec respect, me paie un salaire juste, m'a donné une chambre confortable. Madame Antoinette est toujours là, et les employés de la ferme me respectent, comme faisant partie de la maison. Tant mieux, ma fille, » sourit tante Rita visiblement soulagée. « Mais tu sais comment sont les langues du village. Tout le monde parle du fait que tu vis dans la maison d'un veuf, surtout un homme comme Samuel Dubois, qui n'a plus jamais regardé une autre femme après le départ de son épouse. » Hélène sentit son visage s'échauffer. « Il n'y a rien de tel entre nous, tante Rita. Je ne suis qu'une employée. Je sais, se hâta de dire la vieille dame. Je te le dis juste pour que tu sois préparé. Les ragots vont continuer, surtout avec Jérôme qui les alimente avec ses histoires. » Elles discutèrent encore un moment, tante Rita mettant Hélène au courant des nouvelles du village. Le curé continuait de la défendre dans ses sermons du dimanche, rappelant à tous les dangers du faux témoignage. Le gendarme avait finalement pris connaissance de l'affaire et enquêtait sur les accusations de Jérôme. La communauté, comme on pouvait s'y attendre, était divisée. Certains croyaient en l'innocence d'Hélène, d'autres répétaient les calomnies répandues par son beau-père. Quand tante Rita prit enfin congé, promettant de revenir bientôt, Hélène se sentit étrangement réconfortée. Malgré toutes les difficultés, malgré les ragots et les incertitudes sur l'avenir, une chose était claire, elle n'était plus seule dans son combat. Elle avait des alliés, des gens qui croyaient en elle, qui la soutenaient. C'était plus que ce qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Le soir, pendant le dîner, Hélène raconta à Samuel la visite de tante Rita et les nouvelles qu'elle avait apportées. Il écouta attentivement, son visage révélant peu de ses pensées. « C'était à prévoir, » dit-il finalement. « Jérôme ne renoncera pas facilement à ce qu'il considère comme sien. »« À ce qu'il m'a volé », corrigea Hélène, surprise de sa propre audace. Samuel sourit, une lueur d'approbation dans ses yeux. « Exactement, à ce qu'il vous a volé, et c'est pourquoi nous devons être prêts pour une longue bataille. » La conversation fut interrompue par l'arrivée de madame Antoinette, apportant une lettre qui venait d'être livrée par un messager à cheval. « C'est du notaire, monsieur, » dit-elle en tendant l'enveloppe à Samuel. Il l'ouvrit avec soin, lut rapidement le contenu, et son visage s'assombrit. « Qu'y a-t-il » demanda Hélène, sentant un froid dans l'estomac. Samuel plia lentement la lettre, comme pour gagner du temps afin d'organiser ses pensées. « Jérôme a déposé une demande d'annulation de tous les documents qui vous favorisent, » expliqua-t-il finalement. « Il prétend que Constance n'était pas en pleine possession de ses moyens lorsqu'elle les a signés, qu'elle a été contrainte par quelqu'un. »« C'est un mensonge !» s'exclama Hélène indignée. « Ma mère était la personne la plus lucide que j'ai connue, et personne ne l'a forcée à quoi que ce soit. »« Je sais », la calma Samuel. « Mais cela va retarder encore plus le processus. Nous devrons trouver des témoins qui attestent de la santé mentale de votre mère à l'époque où les documents ont été signés. Nous devrons probablement demander une consultation de ces dossiers médicaux. » Percevant le regard horrifié d'Hélène, Samuel s'interrompit. « Excusez-moi, je ne voulais pas vous effrayer avec ces détails maintenant. »
Non, je dois tout savoir, insista-t-elle en ravalant le nœud qui se formait dans sa gorge. Je ne peux plus vivre dans l'ignorance, en croyant seulement ce qu'on me dit. Je veux comprendre le processus. Je veux y participer activement. Samuel l'étudia un moment. Un nouveau respect naquit dans son regard. Vous avez raison. À partir de maintenant, je partagerai toutes les informations avec vous. Nous sommes une équipe dans ce combat, Hélène, et ensemble, nous gagnerons. Cette nuit-là, allongée dans son lit confortable, écoutant les bruits nocturnes de la ferme, le chant lointain d'une chouette, le murmure du vent dans les arbres, le meuglement occasionnel d'une vache, Hélène s'autorisa, pour la première fois depuis son arrivée, à penser véritablement à l'avenir, pas seulement aux résultats immédiats du litige avec son beau-père, mais à des possibilités plus larges, plus lumineuses. Et d'étonnamment, dans toutes ces visions d'avenir, la figure sereine et forte de Samuel Dubois était présente. Non comme un patron, non comme un bienfaiteur, mais comme quelque chose de plus, quelque chose qu'elle n'osait pas encore nommer. Avec cette pensée troublante, mais étrangement réconfortante, Hélène s'endormit enfin, bercée par le silence protecteur du domaine Sainte-Rita et la promesse de jours meilleurs. Les mois suivants au domaine Sainte-Rita furent comme des saisons en transformation pour Hélène. L'hiver sec du plateau auvergnat laissa place à un printemps doux qui apporta non seulement des fleurs colorées dans les champs, mais aussi une nouvelle Hélène, plus forte, plus confiante, plus vivante. Son travail à la maison prit son propre rythme. Ses mains habiles ramenèrent l'ordre et la beauté qui avaient depuis longtemps abandonné ses pièces. Les confiseries qu'elle préparait devinrent célèbres parmi les travailleurs de la ferme, et même les propriétaires voisins commencèrent à commander ses pâtes de coing et ses compotes de fruits. Le potager, sous ses soins, prospérait comme jamais, fournissant des légumes frais pour la table et des herbes pour les remèdes maison qu'elle avait appris de sa mère. Peu à peu, la présence d'Hélène imprégnait chaque espace de la ferme, des vases de fleurs sauvages qu'elle plaçait stratégiquement dans la maison à l'arôme de pain frais qui emplissait la cuisine chaque matin. C'était comme si Sainte-Rita elle-même reprenait vie avec cette jeune femme qui, moins d'un an auparavant, vivait recroquevillée sous le joug d'un beau-père cruel. Le procès pour l'héritage, cependant, traînait en longueur. Comme Samuel l'avait prédit, Jérôme contestait chaque document, chaque témoignage, chaque preuve qui favorisait Hélène. Il alléguait tout, de l'incapacité mentale de Constance à une prétendue dette que la défunte aurait eue envers lui, dette dont, commodément, il ne possédait aucune trace écrite. Les voyages chez le notaire et au tribunal de l'arrondissement voisin devinrent fréquents. Samuel, fidèle à sa parole, tenait Hélène informée de chaque développement, aussi minime soit-il. Ensemble, ils étudiaient les documents, préparaient des arguments, cherchaient des témoins. Lors de ces occasions, assis côte à côte dans la bibliothèque de la ferme, sous la lumière dorée des lampes à pétrole, quelque chose de plus qu'un partenariat juridique commença à fleurir. C'était dans les petits gestes, le frôlement accidentel de leurs mains en attrapant le même document, la façon dont leurs regards se croisaient et se maintenaient une seconde de plus que nécessaire, les silences confortables qui s'installaient entre eux. Il y avait des moments où Hélène surprenait Samuel à l'observer quand il pensait ne pas être vu. Un regard différent de l'habituel, plus doux, plus vulnérable. Et elle-même se surprenait à penser à lui aux moments les plus inattendus de la journée, en cueillant des tomates dans le potager, en arrangeant les fleurs pour le dîner, en brodant à la lumière de l'après-midi sur la véranda. Lors d'un de ces après-midi de broderie, près de 6 mois après son arrivée à la ferme, Madame Antoinette s'assit à côté d'elle, sa propre broderie en main, et commenta comme si elle parlait du temps. Le patron est différent ces derniers temps. Hélène sentit son visage s'empourprer, mais garda les yeux fixés sur sa broderie. Différent comment? Oh, ma petite, ne fais pas l'innocente, sourit la vieille dame, ses yeux vifs et perspicaces. Il est plus enjoué, il se réveille en chantonnant, il sourit même plus aux employés. Et j'ai remarqué qu'il a fait tailler les rosiers du jardin que feu Madame Élisa soignait tant. Ça faisait des années que personne ne touchait à ces plantes. Hélène
absorba l'information en silence. C'était la première fois qu'elle entendait le nom de la défunte épouse de Samuel. Quelque chose dans la façon dont Madame Antoinette avait mentionné le jardin de rosiers suggérait qu'il y avait une histoire là. Une histoire qui expliquait peut-être le vide qu'elle percevait parfois dans les yeux du propriétaire. « Madame Antoinette », commença Hélène avec hésitation. « Comment était-elle? Comment était Madame Élisa ?» La vieille dame interrompit sa broderie, un profond soupir s'échappant de ses lèvres. « C'était une fleur, ma fille, délicate comme une orchidée, mais forte à l'intérieur. Vous savez, le genre de femme qui n'élevait jamais la voix, mais que tout le monde s'arrêtait pour écouter quand elle parlait. » Elle fit une pause, comme si elle revivait des souvenirs lointains. Elle venait d'une famille traditionnelle de Lyon. Elle avait étudié dans un couvent, jouait du piano comme un ange. Tout le monde pensait qu'elle ne s'adapterait pas à la vie à la ferme, mais elle nous a surpris. Elle a appris à monter à cheval, à superviser la maison, même à aider à la mise bas des vaches quand c'était nécessaire. Hélène écoutait attentivement, essayant de se forger une image mentale de cette femme qui avait été si importante dans la vie de Samuel. « Et que lui est-il arrivé? »« La fièvre, » répondit Madame Antoinette en baissant la voix comme si elle craignait d'être entendue par des fantômes. Une fièvre qui a commencé comme un simple rhume et qui l'a emporté en une semaine. Les médecins de la capitale sont venus, mais il était trop tard. Monsieur Samuel est resté comme un zombie pendant des mois. Il ne mangeait pas, ne dormait pas, passait des heures dans ce jardin de rosiers qu'elle aimait tant. Hélène sentit une boule se former dans sa poitrine, imaginant la douleur de cet homme qu'elle connaissait maintenant si bien, ou pensait connaître. Depuis combien de temps cela s'est-il passé? Ça fera 11 ans, le mois prochain, répondit Madame Antoinette, le 15 novembre. C'est pour ça que je m'inquiète toujours quand cette date approche. Le patron devient généralement plus silencieux, plus renfermé. Il passe la journée au cimetière familial et la nuit enfermé dans sa chambre avec une bouteille de cognac. Cette révélation laissa Hélène pensive. Novembre était proche. Il ne restait que 2 semaines. Comment serait-ce d'affronter cette version de Samuel qu'elle ne connaissait pas encore? L'homme en deuil, prisonnier du passé, incapable d'aller de l'avant. Mais cette année, continua Madame Antoinette avec un sourire énigmatique, j'ai le pressentiment que ce sera différent. Le regard significatif qu'elle lança à Hélène ne laissait aucun doute sur ce qu'elle pensait. La présence de la jeune femme avait apporté des changements. Elle avait ravivé quelque chose qui était éteint depuis longtemps. Hélène sentit le poids de cette attente, de ce rôle qu'elle avait involontairement commencé à jouer dans la vie de Samuel. Était-ce juste? Était-ce correct? N'était-elle là qu'en tant qu'employée, ou au fil des mois? Quelque chose de plus profond s'était-il établi entre eux? Ce même soir, pendant le dîner, Hélène observa Samuel avec un regard neuf, cherchant des signes de cette ancienne douleur, de ce deuil que Madame Antoinette avait mentionné. Il semblait le même que d'habitude, calme, poli, laissant parfois échapper un commentaire amusé sur la journée à la ferme. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une ombre qu'elle reconnaissait maintenant, qui avait peut-être toujours été là, mais qu'elle ne pouvait nommer que maintenant. Un problème, Hélène? La question la prit par surprise. Elle était si absorbée par ses pensées qu'elle n'avait pas remarqué que Samuel l'observait, un sourcil levé en signe d'interrogation. « Non, aucun », se hâta-t-elle de répondre. « Je suis juste un peu fatiguée. J'ai fait 2 fournées de confiture de lait aujourd'hui pour cette commande de la fête de l'église. » Samuel acquiesça, mais son regard disait qu'il n'était pas entièrement convaincu. « En parlant de ça, » continua-t-il, « j'ai reçu une invitation du Père Joseph aujourd'hui. La fête de Notre-Dame de l'Assomption approche et il aimerait que nous y participions, si vous vous sentez à l'aise. » Hélène sentit un frisson lui parcourir l'échine. La fête de Notre-Dame de l'Assomption était la plus grande célébration du village, encore plus grande que celle de la Saint-Jean. Tout le monde serait là, y compris probablement Monsieur Jérôme. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, »
répondit-elle avec hésitation. « Les gens vont parler, et monsieur Jérôme... » « Je comprends votre inquiétude, » l'interrompit gentiment Samuel. « Mais il serait peut-être bon de montrer votre visage au village à nouveau, prouver que vous ne vous cachez pas, que vous n'avez rien à craindre. De plus, ajouta-t-il avec un sourire encourageant, vos confiseries ont été spécialement demandées par le curé. Il a dit que la fête ne serait pas la même sans elle. » Hélène ne put s'empêcher de sourire face à cet éloge indirect. L'idée que ses confiseries étaient appréciées, désirées, lui apportait un sentiment de fierté qu'elle n'avait jamais connu auparavant. « Et pour Jérôme ?» demanda-t-elle toujours appréhensive. « Je suis au courant de ses agissements, » répondit Samuel, son ton devenant plus sérieux. « Il est plus calme ces derniers temps, réalisant peut-être que ses accusations ne produisent pas l'effet désiré. Le gendarme a déjà clairement indiqué qu'il n'y a aucune preuve pour étayer l'accusation de vol, et même les rumeurs sûres, et bien sûr nous deux, ont commencé à perdre de leur force. » Hélène sentit son visage s'empourprer en entendant la mention directe de ces rumeurs. Des rumeurs qui, silencieusement, avaient commencé à occuper ses propres pensées. « Nous deux, » répéta-t-elle, incapable de le regarder dans les yeux. Samuel se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. « Pardonnez-moi, je n'aurais pas dû mentionner cela. » Un silence gênant s'installa entre eux, rompu seulement par le bruit des couverts et le crépitement du bois dans la cheminée. Ce fut Hélène qui rassembla finalement le courage de parler. « Je pense que nous devrions aller à la fête, » dit-elle, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. « Vous avez raison, je ne peux pas me cacher éternellement. Et... » Elle hésita un instant. « Je suis fière de mes confiseries. Je veux que les gens les goûtent. » Le sourire de Samuel illumina son visage fatigué. « Alors, c'est décidé. Nous irons ensemble à la fête de Notre-Dame de l'Assomption. » Les jours précédant la fête furent d'une activité intense dans la cuisine de la ferme. Hélène prépara des confiseries de toutes sortes. Pâte de coing, confiture de lait, compote de fruits de saison, rocher coco, flan au fromage. Madame Antoinette aidait comme elle le pouvait, mais la plus grande partie du travail était réalisée par les mains habiles de la jeune femme, qui semblait trouver dans l'art de la confiserie une forme d'expression que les mots ne permettaient pas. Entre deux fournées, en attendant le point de cuisson exact de la confiture de lait ou le refroidissement de la pâte de coing, Hélène se permettait de penser à Samuel, à Élisa, à l'étrange toile de sentiments qui commençait à se tisser dans son cœur. Une partie d'elle se sentait coupable, comme si elle envahissait d'une certaine manière un espace sacré, remplaçant un souvenir qui devait être préservé. Une autre partie, cependant, aspirait à quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, un amour véritable, basé sur le respect mutuel, l'admiration, le partenariat. Samuel représentait tout cela et plus encore. Il était son protecteur, son allié dans la lutte juridique, mais aussi un homme qu'il avait vraiment vu, non comme une servante, non comme une orpheline digne de pitié, mais comme une femme complète, avec ses qualités et ses défauts, ses rêves et ses peurs. La veille de la fête, cependant, apporta une surprise inattendue. Hélène était dans le potager, cueillant quelques herbes pour une tisane, lorsque Tobias, le jeune palefrenier, arriva en courant dans sa direction, essoufflé et visiblement agité. « Madame Hélène, il y a une jeune fille à l'entrée de la ferme qui demande à vous voir. » Quelque chose dans son ton fit battre le cœur d'Hélène plus vite. Une jeune fille. Qui? Elle dit qu'elle s'appelle Lucie, elle est à pied. On dirait qu'elle a beaucoup marché, elle est toute couverte de la poussière de la route. Hélène laissa tomber son panier d'herbes, un nom résonnant dans son esprit. Lucie, sa cousine au second degré, la fille d'une tante qui vivait à Clermont-Ferrand. Elle ne l'avait pas vue depuis des années, depuis les funérailles de sa mère, quand Lucie était encore pratiquement une enfant. Que faisait-elle là, seule, à pied? Elle courut jusqu'à l'entrée de la propriété, suivie de près par Tobias. En effet, arrêtée près du portail principal, se tenait une jeune fille d'à peine 16 ans, les cheveux sombres en désordre, le visage couvert de la poussière de la route, ses vêtements simples montrant les signes d'une longue marche. « Lucie !»
appela Hélène en s'approchant prudemment, comme si elle craignait que l'apparition ne disparaisse. La jeune fille se retourna et un sourire épuisé mais soulagé illumina son visage sale. « Hélène, Dieu merci, je croyais que je ne trouverais jamais cet endroit. » Elles se jetèrent dans les bras l'une de l'autre, une étreinte serrée qui parlait de manque, de sang, de famille. Hélène s'écarta la première, tenant sa cousine par les épaules pour mieux l'examiner. « Qu'est-ce qui s'est passé? Comment es-tu arrivée ici? Où est ta mère ?» Lucie baissa les yeux, et Hélène remarqua qu'ils étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré. « Maman ne va pas bien, Hélène. Elle est très malade. Le médecin a dit qu'il n'y a plus rien à faire. » La nouvelle frappa Hélène comme un coup physique. Tante Joseph, la sœur de sa mère, la seule parente proche qu'il lui restait au monde. « Mon Dieu, Lucie, je suis désolée, mais que fais-tu ici toute seule ?»« Maman m'a envoyé te chercher, » répondit Lucie, les larmes coulant maintenant librement. « Elle a dit qu'elle devait te parler avant de partir. Quelque chose à propos de papiers, de documents. Je n'ai pas bien compris. Elle était très faible. » Hélène sentit son sang se glacer dans ses veines. Des papiers, des documents. Que pouvait bien savoir tante Joseph sur sa situation? « Comment m'as-tu trouvé? »« Je suis d'abord allé chez monsieur Jérôme, » expliqua Lucie en essuyant ses larmes avec la manche de sa blouse. « Il a dit que tu t'étais enfui avec un riche propriétaire, que tu vivais dans le péché. J'étais confuse, effrayée, mais le curé du village m'a dit la vérité. Il m'a raconté ce qui s'était vraiment passé et m'a indiqué le chemin vers le domaine Sainte-Rita. » Hélène sentit une vague de gratitude pour le père Joseph, cet homme bon qui continuait à la défendre même à distance. « Viens, » dit-elle en passant un bras autour des épaules de sa cousine. « Entrons. Tu as besoin d'un bain, de nourriture, de repos. Nous parlerons mieux après. » Elle conduisit Lucie jusqu'à la maison, où Madame Antoinette, déjà alertée par Tobias, attendait avec une expression inquiète. En quelques minutes, la jeune fille fut installée dans la chambre d'amis avec la promesse d'un bain chaud et d'un repas substantiel. Hélène alla directement à la rencontre de Samuel, qui était dans son bureau, révisant quelques documents de la ferme. Elle frappa légèrement à la porte entr'ouverte. « Je peux entrer ?» Samuel leva les yeux de ses papiers, souriant en la voyant, mais le sourire disparut rapidement en remarquant son expression perturbée. « Qu'y a-t-il » Hélène entra, fermant la porte derrière elle. En quelques mots, elle expliqua la situation. L'arrivée inattendue de Lucie, la maladie de tante Joseph, la mention de documents importants. Samuel écouta attentivement, le front plissé en concentration. « Si votre tante est aussi malade que la jeune fille le dit, nous n'avons pas de temps à perdre, » déclara-t-il finalement en se levant de sa chaise. « Nous devons aller à Clermont-Ferrand immédiatement. »« Nous » demanda Hélène, surprise. « Vous pensez que je devrais y aller aussi ?»« Bien sûr » répondit Samuel comme si c'était évident. « Votre tante demande à vous voir spécifiquement, et s'il y a des documents impliqués, des documents qui peuvent aider votre cause contre Jérôme, alors il est fondamental que vous soyez présente. » Hélène acquiesça lentement, assimilant l'idée. Clermont-Ferrand, la capitale, un monde complètement différent de ce qu'elle connaissait. Et y voyager avec Samuel. « Mais et la fête? Les confiseries que j'ai promises ?»« La fête peut attendre, » répondit fermement Samuel. « La famille passe avant tout, Hélène. Je suis sûr que le père Joseph comprendra. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait dit « la famille » qui toucha profondément Hélène. C'était comme si, d'une certaine manière, il se considérait aussi en faire partie. « Quand partirions-nous ?»« Demain à l'aube, si possible, » répondit Samuel, calculant déjà mentalement les préparatifs nécessaires. « Le voyage prend 2 jours en calèche, plus 1 pour arriver au centre-ville. Compte tenu de l'état de santé de votre tante, plus tôt nous arriverons, mieux ce sera. » Hélène acquiesça, un mélange d'anxiété et de tristesse l'envahissant. L'idée de retrouver tante Joseph, après tant d'années, peut-être pour un dernier adieu, était douloureuse. Mais il y avait aussi la curiosité à propos de ces fameux documents, de ce qu'ils pourraient révéler.
Je vais parler à Lucie, voir si elle est en état de faire le voyage de retour si tôt. Faites, acquiesça Samuel. Pendant ce temps, je vais m'occuper de la calèche, des chevaux et de tout ce dont nous aurons besoin. Hélène se tourna pour sortir, mais s'arrêta à la porte, se retournant vers Samuel avec une expression de gratitude qui se passait de mots. Il lui sourit en réponse, ce sourire qui, au cours des derniers mois, était devenu son ancre, son havre de paix dans un monde d'incertitude. Le voyage vers Clermont-Ferrand fut plus difficile qu'Hélène ne l'avait imaginé. Les routes, bien qu'entretenues pour l'époque, étaient cahotteuses et poussiéreuses. La calèche, même si c'était la meilleure que Samuel possédait, tressautait constamment, rendant le sommeil presque impossible. Lucie, encore épuisée de son voyage précédent, dormait par intermittence, appuyée sur l'épaule de sa cousine. Samuel, assis en face d'elle, restait alerte, échangeant occasionnellement quelques mots avec le cocher sur le meilleur chemin à suivre. Il ne s'arrêtait que pour les repas et pour changer les chevaux à des relais stratégiques le long du chemin. La nuit, il logeait dans de petites auberges, en bord de route, des endroits simples mais propres, où Samuel insistait pour louer des chambres séparées pour les femmes et pour lui-même, toujours attentif aux convenances et à la réputation. À la fin du 2e jour de voyage, ils aperçurent les premiers signes de la capitale. Des maisons plus rapprochées, des rues plus larges, même des poteaux d'éclairage électrique, une nouveauté qu'Hélène observait avec émerveillement par la fenêtre de la calèche. « C'est la première fois que vous venez dans la capitale ?» demanda Samuel, remarquant son enchantement. Hélène acquiesça, les yeux fixés sur les lumières qui commençaient à s'allumer avec la tombée de la nuit. « J'en ai toujours entendu parler, mais je n'aurais jamais imaginé y venir un jour. C'est une ville en pleine transformation, commenta Samuel. Encore nouvelle, mais qui grandit rapidement. On dit que dans quelques années, ce sera l'une des plus grandes de France. Hélène absorbait chaque mot, chaque image qui défilait par la fenêtre. Les rues pavées, les tramways électriques, les boutiques élégantes, les hommes en costume et chapeau, les femmes avec des robes à la dernière mode. C'était comme entrer dans un autre monde, un monde qu'elle ne connaissait jusqu'alors que par les récits occasionnels des voyageurs qui passaient par son village. Lucie, plus familière avec la ville, indiquait le chemin vers le modeste immeuble où elle vivait avec sa mère. Il se trouvait dans un quartier simple, habité principalement par des fonctionnaires et de petits commerçants. Quand ils arrivèrent enfin, la nuit était déjà tombée. La maison était dans l'obscurité, à l'exception d'une faible lumière provenant d'une des fenêtres de l'étage supérieur. « C'est la chambre de maman », expliqua Lucie, la voix étranglée par l'émotion. « Ce doit être l'infirmière que nous avons engagée pour rester avec elle quand je ne suis pas là. » Ils descendirent de la calèche, les muscles endoloris par le long voyage. Samuel donna des instructions au cocher pour qu'il emmène les chevaux à une écurie voisine et revienne le matin. Lucie ouvrit la porte d'entrée avec une clé qu'elle sortit de sa poche, et ils entrèrent tous les trois en silence. L'intérieur de la maison était simple, mais propre et bien rangé. Des meubles en bois sombres, quelques portraits au mur, un vieux piano dans un coin du salon, héritage de temps meilleurs, probablement. L'infirmière, une femme d'âge mûr à l'air fatigué, vint les accueillir dans l'escalier. « Dieu merci, vous êtes revenue, ma petite, » dit-elle à Lucie. « Votre mère a demandé après vous toutes les heures. » Son regard curieux se posa sur Hélène et Samuel, clairement intrigués par la présence d'étrangers à cette heure tardive. « Voici ma cousine Hélène, dont maman parle si souvent, » la présenta Lucie. « Et voici monsieur Samuel Dubois, un de ses amis. » Hélène remarqua l'hésitation de Lucie en définissant Samuel et ne put s'empêcher de sentir un pincement au cœur. Ami, patron, protecteur, qu'était-il exactement dans sa vie? « Comment va ma tante ?» demanda-t-elle, détournant son attention de ses pensées troublantes. L'infirmière secoua la tête, son visage prenant une expression grave. « Je ne vais pas vous mentir, mademoiselle, elle est très faible. Le médecin est passé ce matin et a dit que c'est une question de jours, peut-être d'heures. Mais c'est une battante. Elle a dit qu'elle ne partirait pas avant d'avoir vu sa nièce. » Hélène sentit les larmes lui monter aux yeux.
Elle n'avait pas vu tante Joseph depuis des années, mais les souvenirs qu'elle avait d'elle étaient tous affectueux. C'était elle qui l'avait accueillie les premiers jours après la perte de sa mère, avant que Monsieur Jérôme ne décide de la ramener au village. « Je peux la voir maintenant ?»« Bien sûr, » acquiesça l'infirmière. « Elle est réveillée. Je viens de lui donner ses médicaments contre la douleur, donc elle est un peu plus à l'aise. » Hélène regarda Samuel, qui comprit immédiatement. « Allez-y, » dit-il gentiment. « Lucie et moi attendrons ici. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. » Le cœur lourd, Hélène monta les escaliers derrière l'infirmière. Le couloir de l'étage supérieur était étroit, avec 3 portes fermées. L'infirmière désigna celle du milieu. « C'est là. Je vous laisse seule. » Hélène prit une profonde inspiration, essayant de contrôler son émotion, et frappa doucement à la porte. Une voix faible, presque un murmure, l'invita à entrer. La chambre était dans la pénombre, éclairée seulement par une lampe à pétrole à côté du lit. Et là, entre les oreillers et les couvertures, se trouvait tante Joseph, ou ce qu'il en restait. La femme robuste et énergique dont Hélène se souvenait avait disparu, laissant place à une silhouette squelettique à la peau jaunâtre et aux yeux caves. Mais en voyant sa nièce, ses yeux gagnèrent une lueur qui semblait venir d'un endroit profond, encore intact par la maladie. « Hélène !» appela-t-elle en tendant une main tremblante. « Ma petite, tu es venue !» Hélène se précipita vers le lit, tenant cette main fragile entre les siennes. « Bien sûr que je suis venue, ma tante, dès que je l'ai su. »« Regarde-toi !» l'interrompit Joseph, un faible sourire se dessinant sur ses lèvres gercées. « Tu es magnifique, le portrait de Constance à ton âge. » Hélène sentit les larmes couler librement maintenant. Elle s'assit sur le bord du lit, tenant toujours la main de sa tante. « Lucie a dit que vous vouliez me voir, que vous aviez quelque chose d'important à me dire. » Joseph fit un léger signe de tête, et son regard se tourna vers une petite commode à côté du lit. Dans le tiroir du haut, une boîte en métal. « Prends-la. » Hélène obéit, trouvant une boîte rectangulaire en métal rouillé. Elle l'ouvrit avec soin, révélant plusieurs papiers jaunis par le temps. « Ce sont des documents, » expliqua Joseph, la voix de plus en plus faible. « Ta mère me les a donnés à garder avant de partir. Elle a dit qu'un jour tu en aurais besoin. » Les mains tremblantes, Hélène examina les documents. Il y avait un acte de propriété clairement au nom de sa mère, Constance Cartier. Il y avait aussi un testament rédigé quelques mois avant que sa mère ne soit emportée par la maladie, désignant Hélène comme unique héritière de tous ses biens. Mais ce qui attira le plus son attention fut une lettre qui lui était adressée, écrite avec la calligraphie délicate qu'elle reconnaîtrait n'importe où. « Maman !» murmura-t-elle, sentant son cœur se serrer. Elle savait qu'elle n'en avait plus pour longtemps, dit Joseph, observant la réaction de sa nièce. Le médecin avait dit que c'était une question de temps, mais elle s'inquiétait pour toi, pour ton avenir. Elle savait quel genre d'homme était Jérôme. Hélène regarda sa tante, un doute soudain surgissant dans son esprit. « Mais pourquoi avez-vous gardé ces documents tout ce temps? Pourquoi ne m'avez-vous pas cherché avant ?» Un regard de culpabilité traversa le visage émacié de Joseph. « J'ai essayé, Hélène. Les premières années, j'ai écrit plusieurs lettres, mais je n'ai jamais eu de réponse. Jérôme a dû les intercepter. Puis les problèmes sont arrivés. La maladie de Louis, mon mari, qui a duré des années avant de l'emporter. La lutte pour garder cette maison, pour élever Lucie seule. » Une quinte de toux interrompit son discours, et Hélène se hâta de lui offrir un verre d'eau qui était sur la table de chevet. « Ne vous blâmez pas, ma tante, » dit-elle après que Joseph eut repris son souffle. « L'important, c'est que maintenant, j'ai les documents. Ils vont beaucoup m'aider dans ma lutte contre Monsieur Jérôme. » Un faible sourire se dessina sur les lèvres de sa tante. « Alors, c'est vrai ce que Lucie m'a raconté, que tu vis dans la ferme d'un homme bon qui t'aide ?» Hélène acquiesça, sentant son visage s'échauffer. « Monsieur Samuel a été très gentil avec moi. »« Et il est ici ?» demanda Joseph, une étincelle d'intérêt dans ses yeux fatigués. « Oui, il est venu avec moi. Il est en bas avec Lucie. »« Je veux le connaître, » déclara la tante, essayant de se redresser légèrement contre les oreillers.
Je veux voir l'homme qui a sauvé ma nièce. Hélène hésita, inquiète de l'état fragile de sa tante, mais il y avait une détermination dans ses yeux qu'elle ne pouvait ignorer. « Je vais l'appeler », dit-elle finalement en se levant. Elle descendit rapidement les escaliers, trouvant Samuel et Lucie assis dans le salon, discutant à voix basse. En la voyant, ils se levèrent tous les deux, dans l'attente. « Comment va-t-elle » demanda Lucie, anxieuse. « Faible, mais lucide » répondit Hélène. Elle se tourna alors vers Samuel. « Elle veut vous connaître. » Samuel parut surpris, mais acquiesça solennellement. « Ce sera un honneur. » Ils montèrent ensemble, Hélène montrant le chemin. En entrant dans la chambre, Joseph tenta de nouveau de se redresser, mais Samuel se hâta de faire un geste doux pour qu'elle reste comme elle était. « Ne vous dérangez pas pour moi, madame, » dit-il en s'approchant du lit. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. » Joseph le toisa de la tête aux pieds, avec ce regard scrutateur propre aux femmes âgées qui semble capable de lire l'âme des gens. Ce qu'elle vit parut lui plaire, car un sourire sincère illumina son visage fatigué. « Alors vous êtes Samuel Dubois, l'homme qui a sauvé mon Hélène. »« En vérité, » répondit Samuel avec humilité, « c'est votre nièce qui s'est sauvée elle-même. Je n'ai fait que lui offrir un endroit sûr pour qu'elle puisse se reconstruire. » Joseph continua de l'étudier un moment avant de se tourner vers Hélène, qui restait près de la porte, observant la rencontre avec un mélange d'appréhension et d'espoir. « Viens ici, ma petite » appela-t-elle en tendant à nouveau la main. Hélène s'approcha, se tenant à côté de Samuel près du lit. Joseph prit la main de sa nièce et, à la surprise de tous, celle de Samuel également, les unissant sur la couverture. « Ma sœur Constance disait toujours que Dieu écrit droit avec des lignes courbes, » dit-elle, la voix maintenant presque un murmure. « Peut-être que toute cette douleur, toute cette injustice que tu as subie, Hélène, était le chemin nécessaire pour trouver quelqu'un comme Monsieur Dubois. » Hélène sentit son visage brûler furieusement, consciente de la main de Samuel dans la sienne, du regard pénétrant de tante Joseph, de la présence silencieuse de Lucie à la porte de la chambre. C'était comme si, soudain, quelque chose qui grandissait silencieusement en elle était exposé à la lumière du jour, nommé, reconnu. « Ma tante, s'il vous plaît, » réussit-elle à murmurer, embarrassée. « Monsieur Samuel est mon patron, mon ami. »« Je ne suis plus assez jeune pour perdre mon temps en détour, ma fille, » l'interrompit Joseph, une lueur espiègle dans les yeux qui, un instant, fit paraître la maladie lointaine. « Je vois comment vous vous regardez. C'est de la même façon que Constance regardait ton père, que je regardais mon Louis. » Elle se tourna vers Samuel. « Vous êtes un homme de bien, je le vois. Prenez soin d'elle. Promettez-moi que vous la protégerez toujours. » Samuel, à la surprise d'Hélène, ne montra aucune gêne. Au contraire, il serra légèrement la main d'Hélène avant de répondre d'une voix ferme « Je vous le promets, Madame Joseph. Tant que je vivrai, aucun mal n'arrivera à Hélène. » Un soupir de soulagement s'échappa des lèvres de la malade, comme si un grand poids avait été retiré de ses épaules. « Maintenant, je peux partir en paix, » dit-elle en se penchant en arrière sur les oreillers. « Ma sœur peut reposer tranquille, sachant que sa fille est entre de bonnes mains. » Hélène sentit les larmes jaillir à nouveau face à ces mots qui sonnaient comme un adieu. « Ne parlez pas comme ça, ma tante. Vous allez encore vous rétablir. Vous rentrerez à la maison avec nous. » Mais Joseph se contenta de sourire, un sourire serein de quelqu'un qui a déjà fait la paix avec son destin. « Mon temps est compté, ma chérie, et ce n'est pas grave. J'ai fait ce que je devais faire, dit ce que je devais dire. » Ses yeux commençaient à se fermer, vaincus par la fatigue et les médicaments. « Maintenant, laissez-moi me reposer un peu. » Hélène et Samuel sortirent silencieusement de la chambre, trouvant Lucie dans le couloir, des larmes silencieuses coulant sur son jeune visage. Ils descendirent tous les trois dans le salon, où l'infirmière attendait avec des tasses de thé. « Elle dort généralement profondément après les médicaments, » expliqua la femme. « Elle ne se réveillera probablement que le matin. » Hélène acquiesça, se sentant étrangement légère et lourde à la fois.
La conversation avec sa tante, les documents trouvés, les paroles sur elle et Samuel, tout semblait surréaliste, comme un rêve intense dont elle allait bientôt se réveiller. « Nous devrions nous reposer aussi », suggéra Samuel, remarquant son épuisement. « La journée a été longue pour nous tous. » L'infirmière leur montra les chambres d'amis, une pour Samuel et une autre qu'Hélène partagerait avec Lucie. Mais avant de se retirer, Samuel demanda à voir les documents que Joseph avait remis à Hélène. « Puis-je » demanda-t-il, en tendant la main vers la boîte en métal qu'elle tenait toujours. Hélène la lui tendit sans hésiter. Elle lui faisait plus confiance qu'à n'importe qui d'autre au monde maintenant. Samuel examina les papiers avec l'attention de quelqu'un habitué à lire des documents juridiques. Son visage, normalement si contrôlé, s'illumina à mesure qu'il passait d'un document à l'autre. « C'est extraordinaire !» dit-il finalement, regardant Hélène avec une lueur de triomphe dans les yeux. « Ces papiers sont exactement ce dont nous avions besoin. Le testament, en particulier, est clair et sans équivoque. Votre mère vous a tout laissé, sans aucune ambiguïté juridique que Jérôme puisse exploiter. » Hélène sentit une vague de soulagement parcourir son corps fatigué. « Alors, c'est fini. Nous pouvons enfin tout régler ?»« Presque !» répondit Samuel en remettant soigneusement les documents dans la boîte. « Nous devons encore les présenter officiellement au tribunal, faire face à toute contestation finale que Jérôme pourrait tenter, mais avec ces preuves en main, notre position est bien plus forte. » Il fit une pause, la regardant intensément. « Vous allez récupérer ce qui vous revient de droit, Hélène. C'est une promesse. » À ce moment, épuisée par le voyage, par l'émotion des retrouvailles avec sa tante, Hélène ressentit une envie presque irrésistible de se jeter dans les bras de cet homme qui avait si complètement changé sa vie, d'exprimer d'une manière ou d'une autre la gratitude et l'affection qui grandissaient en elle. Mais elle se retint, consciente de la présence de Lucie et de l'infirmière, des convenances qui avaient toujours marqué sa relation avec Samuel. Au lieu de cela, elle tendit simplement la main et toucha légèrement son bras. « Merci », dit-elle, mettant dans ce simple mot tout le sentiment qu'elle ne pouvait exprimer ouvertement. Samuel couvrit sa main de la sienne, un geste bref mais chargé de sens. « Il n'y a pas de quoi ». Et ainsi, avec ce simple contact, avec ces mots non dits, ils scellèrent une promesse silencieuse, une promesse qui, à ce moment-là, ils savaient tous les deux, allait bien au-delà des documents juridiques et des propriétés contestées. C'était une promesse d'avenir, de possibilité, d'un nouveau départ, un départ qui enfin semblait à portée de main. Le voyage de retour de la capitale vers le domaine Sainte-Rita fut silencieux. Hélène gardait la petite boîte en métal sur ses genoux comme un trésor, son passeport pour la liberté. Tante Joseph était partie sereinement dans son sommeil, 3 jours seulement après leur arrivée à Clermont-Ferrand. Hélène était restée à ses côtés jusqu'à la fin, reconnaissante pour la garde des précieux documents et engagée à prendre soin de Lucie, qui avait accepté l'invitation à vivre à la ferme. Samuel avait soutenu l'idée, suggérant que la jeune fille pourrait aider à l'école qu'il prévoyait d'ouvrir pour les enfants des employés. Maintenant, Lucie dormait sur la banquette opposée, tandis qu'Hélène et Samuel partageaient ce silence chargé de mots non dits, de sentiments qui prenaient racine de plus en plus profondément. « À quoi pensez-vous » demanda finalement Samuel, sa voix basse pour ne pas réveiller la jeune fille. « À tout » répondit honnêtement Hélène, « aux documents, à la promesse faite à ma tante, à Lucie, à nous. » Le dernier mot sortit presque comme un murmure. Samuel se tourna pour la regarder. « Hélène, Il fut interrompu par une violente secousse de la calèche. Une des roues avait été endommagée par une pierre au milieu de la route. Pendant que Samuel et le cocher, Joseph, tentèrent de réparer les dégâts, la nuit tomba. Hélène, observant par la fenêtre, remarqua un mouvement suspect venant de la forêt. 3 hommes émergèrent de l'ombre, l'un d'eux tenant un fusil. « Halte là !» ordonna l'homme armé. « C'est un hold-up !» La faible lumière de la lanterne éclaira son visage et Hélène reconnut Monsieur Jérôme. Plus maigre, barbu, les yeux injectés de sang. « Tu croyais t'être débarrassé de moi ?» demanda-t-il à Samuel. «
que tu allais voler ce qui est à moi et t'en tirer impunément. Que veux-tu, Jérôme? Répondit calmement Samuel. La justice a déjà décidé. Les documents sont en cours d'analyse. Tu as perdu. Je veux ce qui m'appartient de droit. La terre, la maison, l'argent. Et je veux récupérer cette ingrate pour qu'elle apprenne à me respecter. À l'intérieur de la calèche, Hélène trouva le fusil que Samuel gardait sous la banquette. Elle ouvrit brusquement la porte et pointa l'arme en direction des agresseurs. « Éloignez-vous de lui, monsieur Jérôme !» cria-t-elle d'une voix ferme. Le beau-père se retourna, surpris. « Baisse cette arme, petite. Tu ne sais même pas t'en servir. »« J'en sais assez, » mentit Hélène en s'avançant. « Et après tout ce que vous m'avez fait, je n'ai plus rien à perdre. » Les complices de Jérôme, plus ivres que dangereux, commencèrent à reculer. « On est venu pour l'argent, » murmura l'un d'eux. « Tu n'as rien dit à propos d'une femme armée. »« J'ai les documents, monsieur Jérôme, » déclara Hélène. « Les originaux que ma mère a cachés chez tante Joseph, le testament, l'acte de propriété, tout. La maison est à moi, la terre est à moi, vous n'avez droit à rien. » La révélation frappa Jérôme comme un coup physique. « Tu mens !» cria-t-il, mais il y avait du doute dans sa voix. « Elle vous craignait, » corrigea Hélène. « Partez et ne revenez jamais. Ou la prochaine fois, je n'hésiterai pas à appuyer sur la gâchette. » C'était un bluff, bien sûr. Hélène n'aurait pas été capable d'ôter une vie, mais quelque chose dans sa posture convainquit Jérôme, qui lança un dernier regard de haine avant de disparaître dans l'obscurité de la forêt. Le fusil glissa des mains tremblantes d'Hélène, qui serait tombée si Samuel ne l'avait pas rattrapée. « Hélène, ça va ?» Elle acquiesça, incapable de parler. Samuel la serra fort dans ses bras et Hélène s'autorisa à pleurer librement, ses larmes tachant sa chemise en sanglots qui venaient du fond de son âme. « Tout va bien, » murmura-t-il. « C'est fini, Hélène, c'est vraiment fini maintenant. » Cette confrontation marqua la fin d'un chapitre douloureux. Le dernier lien avec le passé avait été rompu. Lorsqu'ils s'arrêtèrent pour se reposer le lendemain matin, Hélène et Samuel se retrouvèrent enfin seuls. Lucie s'était éloignée avec Joseph pour cueillir des baies sauvages. « Nous devons parler de ce qui s'est passé, » dit Samuel, « de la façon dont j'ai affronté Jérôme. »« Non, » sourit-il, ses yeux fixés sur les siens. « De ça, et sans plus de mots, il l'embrassa. C'était un baiser doux, presque hésitant. Hélène, surprise, resta immobile un instant. Puis, comme une fleur qui retrouve le soleil après un long hiver, elle se livra au baiser. « Je ne m'attendais pas à ça, » admit-elle quand ils se séparèrent. « Ça fait des mois que je veux le faire, Hélène. Depuis ce jour au marché, quand j'ai vu la dignité dans vos yeux, même face à l'humiliation. » Hélène toucha son visage. « Moi aussi, je le voulais, mais j'avais peur de ne pas être assez bien pour vous. Vous êtes tout ce que je n'ai jamais su qu'il me fallait jusqu'à ce que je vous trouve, » répondit-il, en lui baisant la main. « Et maintenant ?» demanda-t-elle dans un murmure. « Maintenant, nous recommençons. Ensemble, si vous le voulez. » Hélène répondit par un autre baiser, plus confiant. 6 mois plus tard, la chapelle du domaine Sainte-Rita était décorée de fleurs des champs. Le père Joseph attendait près de l'autel, tandis que Samuel attendait, nerveux dans son costume sombre. Lucie, qui donnait maintenant des cours dans la petite école de la ferme, entra la première avec un bouquet de fleurs sauvages. Puis, Hélène apparut dans une robe bleu clair, la couleur du ciel des matins d'espoir. À son cou, un camée qui avait appartenu à sa mère. La maison de Saint-Jean-des-Sources, désormais légalement sienne, Hélène avait décidé de la transformer en école, un lieu d'apprentissage et non plus d'oppression. En marchant vers l'autel, Hélène se sentit enfin complète. Les cicatrices du passé étaient toujours là, mais elles ne définissaient plus son destin. Elle avait un nom respecté, un vrai foyer, un amour né de la compréhension mutuelle et du respect. Quand Samuel prit ses mains devant l'autel, Hélène sut qu'elle avait trouvé sa place dans le monde, dans cet espace entre les battements de son cœur et les siens. Et lorsque le curé les déclara mari et femme, elle sentit les dernières ombres du passé se dissiper, ne laissant que la lumière claire d'un avenir qui, aux côtés de Samuel,
semblait aussi vaste et prometteur que l'horizon des montagnes auvergnates, qu'elle pouvait maintenant appeler véritablement son foyer. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Hélène et Samuel a touché vos cœurs. Ce parcours de résilience, de courage et d'amour véritable nous rappelle que même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours la possibilité d'un nouveau départ. Pour continuer à explorer des histoires émouvantes comme celle-ci, nous avons préparé une playlist spéciale avec des récits tout aussi captivants qui abordent les thèmes de la résilience et de la rédemption. Retrouvez-la en cliquant sur le lien à gauche. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime sur cette vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et la beauté des sentiments humains. Et vous, avez-vous déjà vécu ou été témoin d'une histoire de nouveau départ aussi transformatrice que celle d'Hélène? Partagez-la avec nous dans les commentaires. Votre expérience peut inspirer d'autres personnes qui traversent des moments difficiles. Nous attendons avec impatience vos réactions et espérons vous retrouver dans notre prochaine vidéo.